L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. Ainsi que nous l'avons vu lors des épisodes précédents, Israël absorbe tous les Juifs qui veulent venir s'installer. Une loi est même votée en 1950 pour dire que tous les Juifs qui le désirent peuvent venir en Israël, ce qui pose immédiatement la question de savoir qui est juif. Le gouvernement accepte globalement que ce soit la halakha qui détermine qui est juif, avec quelques concessions aux réformés. Il y a des cas litigieux qui finissent par être soumis à la Cour suprême. Est-ce qu'un juif converti au catholicisme, devenu prêtre qui plus est, peut-il se réclamer de la nationalité israélienne et venir s'installer en Israël, alors qu'il a sauvé beaucoup de juifs pendant la Shoah? La réponse de la Cour suprême est non, il n'est plus juif car il a abandonné le judaïsme et donc il ne peut plus se réclamer de l'appartenance au peuple juif. S'il le veut, il demande sa naturalisation. C'est le cas du père Daniel. C'est un cas qui a beaucoup agité Israël à ce moment-là. Il y a eu un autre cas. Est-ce qu'un officier israélien qui épouse une non-juive peut faire venir sa famille en Israël? Là, la Cour suprême dit oui au nom de ce qui est globalement le regroupement familial. C'est l'affaire Shalit qui éclatera quelques années après. Donc tous les Juifs viennent et on a vu que ça posait des problèmes économiques sérieux. L'État est sans moyens financiers et risque véritablement l'asphyxie, la faillite et la paralysie économique malgré l'aide des Juifs américains. Ben Gurion n'hésite pas et trouve la solution en 1952 dans un accord avec l'Allemagne fédérale. Il est décidé avec le chancelier Adenauer, qui a négocié pendant longtemps avec Nahum Goldmann, le président du Congrès juif mondial. Il est décidé que l'Allemagne, premièrement, versera des pensions à vie à tous les rescapés de la Shoah. Deuxièmement, versera à l'État d'Israël 3 milliards de marks en 12 ans, avec tout le matériel possible. Et cet accord qui donne immédiatement un souffle aux Israéliens pour pouvoir accueillir les nouveaux immigrants est très critiqué en Israël, à droite bien sûr, mais pas uniquement, à gauche aussi, où beaucoup d'Israéliens ne veulent pas considérer que l'argent compense le sang. Et le gouvernement israélien est d'accord là-dessus. Les versements par l'Allemagne fédérale ne sont pas une compensation, c'est simplement de l'argent qui aide à l'installation des immigrants en Israël. Donc l'accord est signé par Ben Gurion et passe de peu à la Knesset, au Parlement israélien, mais il donne une bouffée d'oxygène à Israël pour accueillir les nouveaux immigrants dont nous avons parlé la semaine dernière, ceux d'Europe comme ceux du Proche-Orient, Irak et Yémen, ainsi que Libye, et puis quelques Juifs d'Afrique du Nord qui craignent l'indépendance prochaine de la Tunisie et du Maroc, et qui, pour certains, dès les années 52-56, s'installent en Israël. Alors là, on limite leur entrée. Là, quelle que soit la loi du retour, les Israéliens estiment qu'ils ne peuvent pas accueillir les 300-400 000 Juifs de Tunisie et du Maroc. Ils ne veulent pas tous venir en Israël à cette époque, mais plusieurs milliers le veulent, et surtout les gens de conditions modestes. Et les Israéliens se disent, on ne sait pas que faire de ces personnes âgées, de ces pauvres gens du prolétariat urbain. On décide donc qu'on ne recevra
que des gens en âge de travailler et si possible ayant un minimum de formation. Derrière cette attitude se cache ce qu'il faut bien appeler un racisme anti-séfarade qui existe très largement dans la population ashkénaze d'Israël, venue de Pologne, de Russie, d'Allemagne, population largement cultivée et qui considère qu'elle a affaire là à des pauvres gens, sinon à des gens qui n'ont pas le niveau et qui sont certes des victimes de l'antisémitisme, mais dont on ne voit pas comment on peut les intégrer. Ça aboutit à des formes de racisme. Je vous passe les articles de journaux qu'on peut lire, y compris dans les journaux de gauche de l'époque, à l'égard de ces juifs orientaux. Et ce racisme va, il n'y a pas d'autre terme d'ailleurs, ce racisme va perdurer pendant longtemps. La première fois, à titre personnel, que je suis allé en Israël en 1962, j'avais 16 ans, la presse israélienne débattait du cas d'un comptable appelé Ben Soussan, qui ne trouvait pas d'emploi en Israël. Donc, un beau jour, il a décidé qu'il allait envoyer ses CV sous le nom de Rothenberg. Il a été pris immédiatement. Bon, l'affaire a fait scandale. Elle est révélatrice de l'état d'esprit qui régnait dans le pays. Je n'emploierai pas le terme de sous-homme que les Israéliens n'employaient pas non plus, mais qu'ils pensaient fortement. Dans les familles yéménites, on voit les médecins et les services sociaux dire aux familles qu'elles ont trop d'enfants et qu'elles n'ont pas les moyens de les élever, donc on va s'en occuper et on les confie souvent, on confie les bébés à des familles ashkénazes. C'est un phénomène qu'on trouvera dans d'autres pays qu'en Israël dans les années 50, aussi bien en Australie avec les aborigènes qu'en France avec les enfants venus de la Réunion, de l'île de la Réunion, mais c'est un des épisodes les plus désagréables et les plus sombres de l'histoire d'Israël et de l'intégration des populations séfarades. Néanmoins, peu à peu, la situation économique va s'améliorer et on va pouvoir fermer progressivement les camps de toile et installer les immigrants dans des villes de développement avec des logements décents, certes des villes placées un peu dans le désert, ça sera le cas d'Ashdod, d'Ashkelon, de Harad dans le désert de Judée, de Dimona, où on installera une usine très particulière par la suite. Donc on réussit peu à peu à absorber ces immigrants, mais ces immigrants se font de plus en plus nombreux avec l'arrivée des juifs marocains et tunisiens en grand nombre, notamment lors de l'indépendance de ces deux pays en 1956, et ces juifs qui arrivent dans des conditions souvent difficiles avant un accord entre Israël et le Maroc en 1961 vont être accueillis dans des conditions un peu plus normales, même si l'attitude ashkénaze ne disparaît pas, il s'en faut de beaucoup.